Mercredi 13 mars en manchette. Habemus Papam, début du règne de François Ier. Dur retour sur Terre, Marc Garneau cède à Justin Trudeau. Et réouverture plus rapide pour la fromagerie Saint-Albert. En direct de la salle des nouvelles de la Cité collégiale d'Ottawa, voici Olivier Breton. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à InfoCité. Nous connaissons maintenant l'identité du nouveau pape qui a été élu aujourd'hui lors du deuxième jour du conclave. Le 266e pape a choisi le nom de François Ier. Il s'agit du cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio. On en parle à l'instant avec Louis-Charles Poulain. Bonsoir Louis-Charles. Bonsoir. Alors Louis-Charles, est-ce une surprise de voir un Argentin accéder à la tête de l'Église? Oui Olivier, Jorge Mario Bergoglio, âgé de 76 ans, est le premier pape non européen. Il est originaire de l'Argentine. Fait intéressant, l'Église catholique compte 40% de ses fidèles dans les pays du Sud comme l'Argentine. C'est une surprise de le voir à la tête de l'Église, mais c'était un candidat pressenti par le passé. Et il était passé très près lors du conclave de 2005 d'être élu pape. Il était un adversaire de taille pour Benoît XVI. Plusieurs sont aussi surpris de la rapidité des 115 cardinaux électeurs qui ont pris seulement 2 jours de conclave pour prendre leur décision lors du 5e vote. C'est le même nombre de votes que ça avait pris pour élire Benoît XVI en 2005. On a appris la nouvelle qu'il allait avoir un nouveau pape aujourd'hui à 2 heures lorsque la fumée blanche s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine devant des dizaines de milliers de fidèles qui étaient rassemblés sur la place Saint-Pierre, munis de drapeaux, parapluies. Il était très excité et joyeux. Plus d'une heure après, le 266e pape, qui est François Ier, s'est adressé aux fidèles. Le nouveau pape les a remerciés pour ce chaleureux accueil et a dédié sa première prière à son prédécesseur Benoît XVI. Il a ensuite lancé un appel à la fraternité au sein de l'Église. Et dites-moi, Louis-Charles, ici dans la région, plusieurs croyaient que le cardinal Marc Ouellette avait des chances de vêtir la tunique de pape. Et bien, plusieurs voulaient voir Marc Ouellette élu comme nouveau pape. Il y en a d'autres qui lui reprochaient d'être trop conservateur ou lui reprochaient d'être impliqué dans le départ du cardinal écossais Keith O'Brien, qui est soupçonné d'agression sexuelle. Dans les dernières semaines, il y a beaucoup d'attention médiatique qui était autour du cardinal Marc Ouellette. Mais c'était un candidat possible pour être nouveau pape. Il y a eu beaucoup d'attention médiatique, comme j'ai dit, surtout dans la municipalité de Lamotte, la ville où le cardinal Marc Ouellette a grandi. Beaucoup de médias s'étaient installés advenant le cas où le cardinal québécois soit élu pape. Malheureusement pour eux, ça n'a pas été le cas. Eh bien, Louis-Charles Poulain, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. La saga du boulevard Saint-Joseph de Gatineau est loin d'être terminée. Alors qu'on annonçait sa fermeture en direction nord plus tôt cette semaine, voilà que la ville signale un risque d'affaissement de la chaussée. Une situation qui sème la grogne auprès des commerçants avoisinants. Christelle Chauret a plus de détails. Ce son strident risque de résonner encore longtemps dans les oreilles des employés du concessionnaire All-Nissan, situé sur le boulevard Saint-Joseph. C'est qu'un chantier de construction s'est établi devant ce détaillant de voitures, bloquant ici l'accès à son entrée principale. Mais il n'est pas le seul commerce à être touché par cette problématique. Le chantier s'étend sur un tronçon de plus de 200 mètres. Cette situation survient depuis que la ville de Gatineau a réduit de moitié les voies du boulevard Saint-Joseph en raison d'un bris d'aqueduc majeur. Le concessionnaire All-Nissan est donc aux prises avec un problème de logistique. Les voitures doivent être déplacées vers l'arrière, compte tenu du manque d'espace à l'avant. Cette complication cause plusieurs maux de tête aux employés. Chaque fois qu'il y a un client qui veut acheter un véhicule qui est en arrière, nous, il faut aller le chercher. Comme dire que c'est un char de là-bas, il faut bouger 3-4 chars juste pour aller le chercher. Puis là, quand on les bouge, bien, on n'a pas de place à les mettre encore. Là, ça prend beaucoup de temps. Le client il devient impatient. L'inspection d'un égout pluvial a révélé qu'un tuyau de tôle d'un diamètre de plus de 3 mètres était complètement détérioré. Des poches d'eau se sont donc infiltrées à l'intérieur du tuyau, ce qui pourrait provoquer un affaissement de la chaussée. La municipalité estimait pourtant que la durée de vie de cette conduite était de 70 ans,
alors qu'elle est seulement âgée d'une trentaine d'années. Cette problématique pourrait se propager ailleurs dans Gatineau, puisque 30 km de ce type de tôle figure sur le territoire de la ville. La durée des travaux n'est pas déterminée, mais le maire Marc Bureau reconnaît l'importance d'agir rapidement. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de rétablir le trafic le plus rapidement possible parce que c'est une artère majeure qui est très empruntée dans les heures de pointe. Pour les automobilistes qui empruntent couramment le boulevard Saint-Joseph, la fermeture des deux voies en direction nord complique les déplacements. Ça se peut que Saint-Joseph-Nord, on ne puisse pas passer. Fait que ça, les gens qui s'en vont à Gatineau ou Limbaud, eux autres, ils vont être dans le trouble. Amener les enfants à la garderie le matin, c'est toute une histoire. Et le soir également, pour les prendre, c'est de la misère. Oui, c'est très lent maintenant. Donc, moi, je prends une alternative. Je prends l'autoroute 5 pour me rendre à mon travail. C'est beaucoup plus rapide. Ce n'est pas la première fois que la ville de Gatineau rencontre des problématiques avec son système d'aqueduc. En février dernier, par exemple, le boulevard La Vérandrie-Ouest a dû être fermé en raison d'un bris d'aqueduc majeur. Pour le boulevard Saint-Joseph maintenant, reste à savoir s'il y aura dialogue entre la ville et les commerçants concernant les possibles dédommagements. Christelle Chauret, La Cité collégiale, Gatineau. La municipalité de Maniwaki pourrait bientôt faire un trait sur d'importantes sommes d'argent que lui doit le Château Log, car ils sont près d'une entente. Les 380 000 dus par le propriétaire Michel Lacroix proviennent notamment de loyers, de frais et d'intérêts qui sont demeurés impayés depuis 2002. On en parle avec Mégane Dionne. Bonsoir Mégane. Bonsoir Olivier. Donc Mégane, en quoi consiste cette entente éventuelle? Eh bien, la nouvelle entente de la ville de Maniwaki vise à libérer M. Lacroix d'une partie de ses dettes. En fait, la ville compte résilier les locations de terrains de golf et l'utilisation de la passerelle qui traverse la rivière désert, un bail, je rappelle, qui avait été signé en 2002. La ville justifie cette action en stipulant que tous les citoyens ont accès à la passerelle et pas seulement les clients du golf des Trois-Clochers du Château Log. C'est lundi prochain que les conseillers municipaux seront appelés à voter sur la nouvelle entente qui libérera M. Lacroix des 18 000 $ qu'il doit à la ville concernant l'utilisation des passerelles. Pour ce qui est des 20 000 $ restants, la municipalité entend modifier la cession de 2002. Alors, ce qui est entendu, c'est que les terrains de golf seront donc abaissés ou éliminés plutôt du contrat. Pour ce qui est des 20 000 $ restants, la municipalité entend modifier certains articles du bail qui a permis au Château Log de construire un terrain de golf. D'après la ville, il y avait certains éléments qui n'auraient pas dû être inclus au bail de 2002 et ce qui fait en sorte que oui, il y avait des erreurs qui avaient été commises dans le passé. Mais pour ça, il faudra d'abord convaincre le conseil municipal, et ce n'est pas gagné d'avance. Il y a le conseiller Louis-André Hébert qui, lui, croit que le moment est trop tôt et plutôt mal choisi, en fait parce que les enquêteurs des affaires municipales sont en cours. Et puis, Mégane, qu'est-ce que la direction avait à dire pour sa défense lors de la conférence de presse qu'elle a tenue justement en fin d'après-midi? Eh bien, la conférence de presse s'est tenue en fin d'après-midi, donc on n'a pas pu assister pour le moment. La ville, le Château Log, oui, voulait tenir la population au courant des actions qu'il comptait entreprendre contre le droit et Radio-Canada notamment pour des articles ou des reportages qui auraient diffamé là, au propos du Château Log. Alors, on ne sait pas encore. On suit le dossier de presse, ceci dit, et nous vous tiendrons au courant dans le prochain bulletin de demain. Mégane Dionne, merci beaucoup. Merci, Olivier. L'Université d'Ottawa étudie présentement la possibilité de créer un campus francophone à Windsor, dans le sud-ouest de l'Ontario. Un campus francophone dans cette région pourrait bien combler un manque dans la communauté franco-ontarienne. Mario De Ciccio nous en parle. L'Université d'Ottawa croit qu'elle pourrait bien être une solution à un problème présent dans la communauté franco-ontarienne en Ontario et surtout dans le sud-ouest. Selon l'étude des écarts publiée par le ministère de la Formation et des collèges et universités en 2008, il n'y aurait que le quart des programmes postsecondaires qui seraient disponibles en français en Ontario. Mais pour le sud-ouest ontarien, ce ne serait que 3 %. Quand on regarde ces chiffres-là, c'est alarmant.
Parce que pour moi, une population qui n'a pas accès à du poste secondaire, c'est une population qu'on lui coupe son oxygène. Et donc, on l'empêche de respirer. Un campus franco-ontarien dans cette région donnerait beaucoup plus de choix aux futurs étudiants qui n'auraient pas nécessairement besoin de déménager loin de chez eux pour étudier en français. Du moins, c'est le choix qu'aurait fait l'étudiante de l'Université d'Ottawa, Paige Galette, en provenance de London, si un tel campus avait été disponible. C'était la seule institution postsecondaire qui offrait mon programme en français ici en Ontario. Et encore une fois, ayant su que s'il y avait une institution franco-ontarienne, je l'aurais pris si c'était plus proche de chez moi. Et si la nouvelle est bonne pour les futurs étudiants franco-ontariens, eh bien elle est encore meilleure pour le REFO, le regroupement des étudiants franco-ontariens, et sa coprésidente Geneviève Latour, qui dénonce depuis longtemps le manque de programmes en français en Ontario pour les étudiants franco-ontariens. Dans le fond, le REFO a quand même bien réagi à l'annonce de l'Université d'Ottawa d'ouvrir un campus dans le centre-sud-ouest. On peut voir que on est en train de se mobiliser là, pour vraiment améliorer l'accessibilité pour les étudiants de cette région-là. Pour l'instant, l'Université d'Ottawa n'en a encore qu'à étudier les besoins et la façon de les combler. Cependant, selon le commissaire et le REFO, il sera nécessaire de travailler avec toute la communauté s'ils veulent vraiment régler le problème. J'espère que ça va se faire dans un contexte où tous les partenaires vont se mettre ensemble avec la communauté pour décider de quelles avenues qui sont les meilleures. C'est sûr que nous, on a quand même quelques réticences. Si on ouvre un campus francophone dans cette région-là, on pense que ça doit être en concertation avec la communauté, avec les étudiants de la région, de la communauté franco-ontarienne. Nul ne sait si un nouveau campus de l'Université d'Ottawa remplacera l'idée d'une université franco-ontarienne. Mais selon REFO, ce sera à la communauté de choisir. Mario DeCiccio, La Cité collégiale, Ottawa. Un peu moins d'un mois après l'incendie qui a ravagé la fromagerie Saint-Albert, un magasin temporaire ouvrira ses portes vendredi. Même s'il reste encore du travail à faire, les employés sont confiants de pouvoir remettre la fromagerie sur pied. Olivier Caron s'est rendu sur les lieux. Il a fait chaud, mais j'ai survécu. Voici le slogan encourageant qu'envoie la fromagerie Saint-Albert à ses consommateurs. 2 jours avant d'accueillir à nouveau les clients, les employés en sont à remplir les tablettes et placer le fromage pour être prêt à l'ouverture qui aura lieu vendredi matin. Oui, c'est ça, la réouverture va être vendredi matin. C'est dur à imaginer en ce moment, là, mais vendredi matin à 9h, on va être prêt à accueillir nos clients. Le magasin de la fromagerie a complètement été rasé par les flammes. Lors de la réouverture de vendredi, ce sont 50% des employés qui retourneront travailler. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils reviennent à l'ouverture, qu'ils soient prêts à travailler pour la fromagerie. Parce que ces gens-là sont déjà entraînés. Puis si on a réussi, c'est grâce à eux autres aussi. Là. Nos employés, la plupart ont été mis au chômage. Ils ont été payés pour une certaine partie de temps, mais ils ont été mis au chômage. Puis les employés ont été rappelés cette semaine pour le magasin. Il ne reste que quelques débris à ramasser avant que le terrain soit prêt à accueillir la nouvelle fromagerie. On devrait savoir bientôt à quoi ressemblera la nouvelle bâtisse, puisque la direction attend toujours les plans préliminaires des ingénieurs. Cette fois, aucun détail ne sera mis de côté. Avec l'incendie du 3 février dernier, on s'est bien aperçu de toute l'importance que pouvait avoir un mur de feu entre le magasin et les frigidaires de la fromagerie. En 2001, quand on a bâti ce frigidaire-là, je me souviens, les ingénieurs ils voulaient qu'on bâtisse un mur à feu qui coûtait 75 000 $. C'était pas prévu dans mon budget. Finalement, je n'étais pas trop de bonne humeur, mais aujourd'hui, je suis content de l'avoir bâti. 75 000 $. Ça a sauvé 3 500 000 $ de fromage. Les employés qui sont tombés au chômage en raison de l'incendie n'ont rien à craindre. La direction de la fromagerie garantit que lors de la réouverture officielle en décembre 2013, ils seront assurés de retrouver leurs emplois. Olivier Caron, La Cité collégiale, Saint-Albert. L'homme aux mains baladeuses dans les autobus d'OC Transpo devra faire face à la justice. La police d'Ottawa a appréhendé Rassil Ilan avant que la section des agressions sexuelles et de la violence faites aux enfants ait déposé une quinzaine d'accusations, dont 5 chefs d'agression sexuelle. Les incidents ont été signalés à la police entre le 22 novembre 2012 et le 15 janvier dernier. Rassil Ilan est un récidiviste. En 2011, la police d'Ottawa avait émis un avis public le concernant. Elle mettait en garde les passagers, plus précisément les passagères, d'OC Transpo, d'un homme qui touchait des femmes de façon déplacée à bord des autobus. Buckingham en Fête a accusé un déficit pour l'édition de l'été 2012. C'est ce qu'a annoncé le conseiller du secteur, Maxime Penneau-Jobin.
Selon lui, le manque à gagner était de quelques milliers de dollars. Mais cette situation est surmontable, selon lui. L'organisme sans but lucratif le Carrefour culturel Estacade avait soumissionné pour être le gestionnaire de l'événement, mais son offre avait été refusée. Maxime Penneau-Jobin réfléchira pendant 2 semaines avant de dévoiler si Buckingham en Fête sera de retour cet été. Cantley devra attendre jusqu'en 2014 avant de voir sa nouvelle école primaire. Des plans architecturaux non conformes aux normes environnementales obligent les autorités à repousser la date d'ouverture. Les élèves devaient être en mesure de s'asseoir sur ces bancs d'école dès les mois prochains. Au retour de la pause, les informations nationales et internationales avec Mélissa Meuret. Mesdames et messieurs, bonsoir. Marc Garneau a annoncé ce matin qu'il se retirait de la course à la chefferie du Parti libéral du Canada. Le député de Westmount-Ville-Marie appuiera dorénavant le candidat Justin Trudeau. Camille Prévost a assisté à l'annonce officielle. Alors Camille, qu'est-ce qui a poussé Marc Garneau à se ranger derrière Justin Trudeau? Eh bien, Mélissa, Marc Garneau s'est fié aux statistiques des plus récents sondages pour prendre sa décision. Un sondage effectué au sein des membres du Parti libéral du Canada et de ses sympathisants a révélé qu'il était en 2e position derrière le candidat favori, Justin Trudeau, avec seulement 15 % des intentions de vote. Il a donc décidé de se retirer de la course à la chefferie du Parti libéral avant d'encaisser le dur coup de la défaite. Alors, je concède que je ne pourrai pas le battre et je me range dans les rangs du Parti libéral et je serai là pour l'appuyer parce que je crois fermement que la chose la plus importante pour un membre du Parti libéral, c'est d'être loyal. Le choix de Marc Garneau d'appuyer Justin Trudeau peut paraître surprenant pour plusieurs, car il ne s'est pas gêné pour critiquer le manque de substance de son adversaire lors des débats. Cependant, il estime que Justin Trudeau est la meilleure personne pour prendre les rênes du Parti libéral et qu'il deviendra le prochain premier ministre du Canada. Et je crois que Justin Trudeau sera le prochain premier ministre du Canada. Avec le retrait du candidat Marc Garneau, il ne reste maintenant plus que 7 candidats dans la course au leadership du Parti libéral. Si la tendance se maintient, c'est le député de Papineau, Justin Trudeau, qui sera élu le prochain chef du Parti libéral du Canada le 14 avril prochain. Camille Prévost, La Cité collégiale, Ottawa. Pour la première fois dans l'histoire de la Station spatiale internationale, c'est un Canadien qui prendra les commandes. L'astronaute Chris Hadfield a entré en fonction aujourd'hui. On en parle avec Gina Hamelin. Bonjour Gina. Bonjour. Gina, quelle est la situation présentement? En fait, c'est l'astronaute Chris Hadfield qui est dans l'espace depuis le 21 décembre 2012. En fait, il s'agit de sa 3e mission qui va durer environ 5 mois, donc qui va se terminer au mois de mai. En fait, rappelons-nous comme quoi que sa première visite dans l'espace a été en 1995 quand il a été visiter une station russe. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est son nouveau poste, son poste de commandement. Donc, il y a eu une cérémonie de passation de commandement qui a eu lieu à 5 heures. En fait, c'est l'ancien commandant américain Kevin Ford qui a passé le flambeau à son collègue Chris Hadfield. Les astronautes ont fait sonner la cloche dans le fond, ils ont fait sonner la cloche, ce qui a marqué le passage de l'expédition 34 à l'expédition 35. Mais ils n'ont pas pu fêter longtemps à cause que l'expédition 34 doit revenir sur Terre jeudi à 8h30. Après 143 jours dans l'espace. Mais Chris Hadfield se dit très heureux de son nouveau poste et il y a même la reine d'Angleterre qui a félicité le Canadien pour son nouveau poste et qui lui souhaite que tout se passe bien. Puis Dina, en quoi consiste son rôle? En fait, il va devoir un peu laisser de côté son passe-temps, qui est la photographie, pour se concentrer sur son nouveau poste. Mais juste avant de parler de son nouveau poste, leur mission actuelle était
de tester des manœuvres pour les nouveaux vaisseaux spatials qui vont arriver à la station. Et puis, son nouveau rôle est maintenant que si toutefois une urgence arrivait, eh bien, ça serait Chris Hadfield qui serait aux commandes. Dans le fond, si la communication arrête, dans le fond, entre la station spatiale et la Terre, en fait, c'est lui qui doit subvenir à la survie de son équipage. Mais au moins, ce n'est pas une situation qui lui est inconnue, parce qu'en février dernier, la même situation est arrivée. Donc, la communication entre la Terre et le vaisseau a arrêté. Donc, pour Chris Hadfield, il dit qu'avec une touche d'humour, ça peut toujours détendre l'atmosphère. Merci, Gina. Je vous en prie. Les viandes au fromage en provenance du Costco pourraient être contaminées par la listériose. Les produits de la marque Artisan Wrap Fromaggio sont visés par un rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, plus précisément les produits vendus entre le 13 février et le 11 mars. Heureusement, aucun cas de maladie relié à la consommation des viandes fourrées au fromage n'a été signalé. À la commission Charbonneau maintenant, l'ingénieur François Perrault blâme une loi adoptée par le Parti québécois en 2002 pour la mise en place de la collusion entre les firmes de génie. Le témoin a dénoncé ce matin l'adoption de la loi 106 qui a fait du prix l'un des principaux critères dans l'octroi des contrats de génie plutôt que la compétence. L'ingénieur qui a démissionné de la firme Génivore vendredi dernier a détaillé ce matin comment sa firme faisait pour trouver d'importantes sommes d'argent liquides destinées au parti de l'ex-maire de Montréal, Gérald Tremblay. Selon lui, la firme de génie Génivore aurait eu recours à 17 fausses factures pour récolter l'argent comptant nécessaire au paiement du 3 % à Union Montréal. Son témoignage s'est terminé cet après-midi. Demain, la juge France Charbonneau entendra le témoignage de l'ingénieur Charles Meunier, suivi de l'ex-journaliste d'enquête à la presse André Noël. Il n'y a pas que la production de faux billets de banque qui intéresse les faussaires au Canada. Entre 5 et 10 millions de timbres canadiens sont contrefaits chaque année. Plusieurs cas ont été répertoriés dans les dernières années, dont des contrefacteurs reliés à la mafia russe qui faisaient imprimer des faux timbres Poste canadiens en Lituanie. Poste Canada avoue perdre des sommes d'argent importantes chaque année à cause des timbres contrefaits. Le dernier dictateur argentin, Reinaldo Bignon, passera le restant de ses jours en prison. Celui qui a dirigé le pays de 1982 à 1983 a été condamné à la prison à vie pour des crimes contre l'humanité. Les victimes sont 7 femmes et leurs maris qui sont disparus après avoir été détenus dans un centre clandestin de détention dont il avait la responsabilité. Cette peine est la 4e à lui être infligée par la justice argentine. Il avait déjà été condamné à la prison à vie alors qu'il était en tête des institutions militaires en périphérie nord de Buenos Aires. Une dizaine d'enfants âgés entre 10 et 17 ans ont été arrêtés au sud-ouest du Pakistan. Ils sont soupçonnés d'avoir transporté des bombes pour un mouvement sécessionniste local. Les enfants issus de familles pauvres ont été employés pour placer des bombes artisanales dans les marchés, les poubelles et sur le bord des routes où circulent les convois des forces de sécurité. Les jeunes ont admis leur implication involontaire dans une douzaine d'attentats à Quetta, dont celui du 10 janvier dernier qui a tué 2 paramilitaires et 9 civils. Voilà ce qui complète vos informations nationales et internationales. Restez des nôtres, vos informations sportives suivront après la pause. Bonsoir. Au sport, l'attaquant de Canadien de Montréal, Blake Geoffrion, envisage de prendre sa retraite, lui qui n'est âgé que de 25 ans. C'est du moins ce qu'il a annoncé à l'organisation montréalaise aujourd'hui. Rappelons que Geoffrion évoluait au sein du club-école du CH, les Bulldogs d'Hamilton, lorsqu'il a subi une fracture du crâne à la suite d'une mise en échec de Jean-Philippe Côté. Le petit-fils de Boum Boum Geoffrion avait accumulé 8 buts et 5 passes dans la LNH avec les Prédateurs et les Canadiens en 55 matchs avant sa blessure. Et c'est soir de match à Montréal alors que les Canadiens reçoivent les Sénateurs d'Ottawa au Centre Bell. C'est le 4e et dernier affrontement entre les deux équipes cette saison. Les Sénateurs ont remporté 2 des 3 premiers matchs. Raphaël Diaz et René Bourque ne joueront pas en raison de blessures pour les Canadiens, tout comme Erik Karlsson, Jason Spezza et Milan Michalek chez les Sénateurs. C'est Robin Lehner qui gardera la cage d'Ottawa. Son vis-à-vis sera Carey Price. Montréal trône toujours au premier rang de la conférence de l'Est. Quant aux Sénateurs, ils occupent le 5e rang. Et ici, le Canadien est toujours au premier rang. C'est grâce à la victoire des Pingouins de Pittsburgh sur les Bruins de Boston hier soir. Zdeno Chara et Tyler Seguin avaient tout d'abord ouvert la marque en première période pour faire 2-0 Boston.
Pittsburgh est toutefois revenu de l'arrière en troisième grâce au 18e but de la saison de Chris Kunitz et un doublé de la part de Brandon Suter. La troupe de Dan Bylsma a donc réussi à arracher ses 2 précieux points aux Bruins, ce qui les place tout juste derrière Montréal au classement avec le même nombre de points, mais un match de plus de jouer. Quant aux Bruins, ils sont toujours à un petit point du CH. L'attaquant des Ducks d'Anaheim, Corey Perry, est suspendu par la Ligue nationale de hockey à la suite du geste qu'il a posé à l'endroit de Jason Zucker. Perry ratera donc les 4 prochains matchs de son équipe. Quant à Zucker, il a dû quitter la patinoire avec l'aide de ses 2 coéquipiers. Au hockey junior, les Olympiques de Gatineau seront sur la route pour les 3 prochains matchs et ça commence ce soir alors qu'ils rendront visite à l'Océanique de Rimouski. Roch Régimbal, Martine Rivaille et Déric Boudreau n'ont pas fait le voyage avec l'équipe en raison de blessures. Le défenseur des Olympiques, Étienne Boutette, est quant à lui en nomination pour le trophée Kevin Lowe remis au meilleur défenseur défensif du circuit Courteau. L'équipe de Benoît Groux affrontera les Remparts de Québec vendredi et terminera son voyage à Shawinigan pour y affronter les Cataractes samedi. Au football maintenant, le joueur autonome le plus convoité, selon plusieurs experts, Mike Wallace, a trouvé preneur avec les Dolphins de Miami. L'ailier espacé s'est entendu sur les termes d'un contrat de 5 ans évalué à 60 millions de dollars. Wallace passe donc des Steelers de Pittsburgh aux Dolphins, lui qui avait récolté 64 attrapés, 826 verges et 8 touchés en 2012. Voilà, c'est tout pour vos nouvelles de sport. De retour à Olivier Breton pour la météo et le mot de la fin. À la météo, nous sommes juste au-dessous du point de congélation avec 1 degré pour la région d'Ottawa-Gatineau. Ça va se refroidir au cours de la nuit et demain, la journée sera plus fraîche avec un maximum de -6. Et en terminant, il n'y a pas que sur le boulevard Saint-Joseph que les nids de poules causent des ennuis. Regardez ces images. Ce garçon a été mis au défi de sauter dans cette flaque d'eau sans s'éclabousser. Mais surprise, la petite flaque d'eau est plutôt un trou de la taille d'un homme. Donc la scène est assez hilarante, comme en témoignent les rires du caméraman. Voilà, c'est ce qui complète ce bulletin d'Infocité. Au nom de toute l'équipe, bonne soirée et à demain.